Bonjour à tous, bonjour à toutes. On aura quelques retardataires qui nous ont indiqué qu'ils allaient mettre un peu de temps à nous rejoindre, mais bon, allons-y. Donc effectivement, on va essayer de tenir dans un calendrier court. On a beaucoup de choses à évoquer parce que le mois a été très très riche, le mois de janvier a été très intéressant et on a pas mal d'idées dont on aimerait partager avec vous, pas mal d'opportunités d'investissement, puisque à chaque fois, comme chez Finaltis, on est très flexible, et bien à chaque fois qu'il y a du chahut sur les marchés, on aime en profiter et investir. Voilà. Donc, bienvenue à cette réunion. Très rapidement, passons l'avertissement. Nous sommes entre professionnels, donc tout le monde le connaît par cœur. Et parlons d'abord des performances de janvier. Les marchés ont été très chahutés. On ne le voit pas nécessairement sur le CAC qui a baissé d'un peu moins de 2%, mais dès qu'on commence à parler de valeurs de croissance, et particulièrement de valeurs digitales, donc d'hyper-croissance, là on le voit très nettement. Le Nasdaq a perdu pratiquement 10% sur le mois de janvier. Et Finaltis a un biais croissance, c'est évident. Nous investissons sur la croissance pérenne et sur l'hyper-croissance, mais nous sommes également très flexibles et si on regarde ce qu'ont fait ces valeurs de croissance de manière générale, et on en parlera, on aurait, entre guillemets, pu perdre beaucoup plus que ce que nous avons perdu. Et la raison pour laquelle nous avons perdu finalement nettement moins que ce que les marchés auraient pu nous jeter à la figure, eh bien, c'est parce que nous sommes très flexibles et qu'on investit également dans d'autres types de valeurs, pas seulement des valeurs de croissance. On investit dans des valeurs avant tout résilientes, de grande qualité. Et il est vrai que quand on a des pétrolières, c'est pas des valeurs de croissance. Et quand on est suffisamment actif pour passer d'un secteur à l'autre et de conserver dans notre gestion l'allocation du risque, eh bien, on peut en profiter. Alors, on en profite en baissant moins dans des marchés comme celui-là, mais en se repositionnant aussi pour ce que nous pensons qu'il y a devant nous pour profiter de la remontée de ces marchés. Donc, très rapidement, Finaltis Titan, moins 2,9% sur le mois de janvier. Finaltis Digital Leader, qui est un fonds d'hypercroissance, valeur digitale, moins 7,5%. Dans les deux cas, ça nous maintient quand même sur 12 mois glissants à des performances qui sont tout à fait acceptables, plus 11% sur Finaltis Titan et plus 12%, un peu plus sur Finaltis Digital Leader sur un an. Si on fait cette photo dans ces marchés très volatiles, c'est intéressant d'avoir une photo beaucoup plus actuelle. Si on fait la photo à hier soir, eh bien, malgré une première semaine en février qui a été particulièrement brutale, il faut le dire, sur les marchés actions, eh bien, Finaltis Titan ne perd entre guillemets que 80 centimes sur le mois de février et donc est à moins 3,7% depuis le début de l'année. Et Finaltis Digital Leader perd moins 2,8% depuis le début de février, ce qui fait un year-to-date à moins 10%. Il y a énormément de potentiel, on y reviendra, Bruno et moi, il y a beaucoup d'opportunités dans les marchés. On a énormément d'énergie potentielle, donc de performance potentielle dans nos portefeuilles et on est absolument convaincu qu'on a obtenu de très très belles valeurs, on y reviendra, à des prix tout à fait attractifs et on devrait en profiter dans l'avenir. En comparaison, on va aller assez vite. Donc, sur longue période, Finaltis Titan surperforme très nettement sa catégorie, qui compte pratiquement 1300 fonds répertoriés par Cantalis. Il y a un peu de retard dans les performances affichées sur Cantalis. Il y a 2 jours de retard, mais 2 jours de marché aujourd'hui, ça fait une sacrée différence puisque le fonds est à moins 3,7 à hier et avant-hier était à moins 5. Donc, vous voyez, donc on a une très belle surperformance cumulée, annualisée sur longue période. Il se trouve que pour l'instant, sur l'année 2022, on est un tout petit peu en retard par rapport à la catégorie. C'est lié à notre petit biais croissance, il faut l'assumer, mais en l'occurrence dans des proportions que nous pensons tout à fait raisonnables. Si on regarde en termes de quartile, eh bien, sur moyenne et longue période, à partir de, disons, un an, on est premier quartile sur Finaltis Titan, mais sur le mois de janvier, notre biais croissance nous met en milieu de tableau. Nous gageons que les mois qui viennent, les trimestres a fortiori, nous permettront de nouveau de figurer sur 3 mois et sur ce que nous sommes à 6 mois encore, malgré le mois de passé, premier quartile. Voilà, donc une belle performance relative malgré tout. Alors, traditionnellement, on commence par un point géopolitique. Je vais être très bref. Pourquoi? Parce que nous avons énormément de choses à raconter sur les marchés d'actions. Il y a des choses passionnantes qui passent en géopolitique, mais on a tout simplement un temps contraint. On avait parlé le mois dernier de l'Ukraine. On n'a aucun doute sur le fait que Vladimir Vladimirovitch Poutine continuera avec ses équipes à maintenir la pression sur l'Ukraine. Pourquoi? Parce que comme tous les États
libéraux, pour ne pas dire les dictatures, eh bien, il a besoin d'un buffer de sécurité. Lui, c'est un buffer territorial dont il a besoin. Il a la Biélorussie, qui est un État affidé, disons les mots tels qu'ils sont. Il est absolument exaspéré par le fait que l'Ukraine ne soit pas un buffer potentiel, et l'Ukraine a trouvé le moyen de coller dans sa constitution comme objectif d'adhérer à l'OTAN. Vous imaginez que pour un Russe, et pour les Russes, surtout les Russes au pouvoir aujourd'hui, c'est inacceptable. Il a un allié objectif en la personne de Xi Jinping. La Chine communiste est alliée objectif de Poutine, bien sûr parce qu'il y a des intérêts économiques croisés, bien sûr et surtout parce qu'il y a des intérêts militaires, mais également parce que leurs objectifs sont exactement les mêmes. Le petit graphique de The Economist sur la droite, qui est celui de la semaine dernière, montre à quel point, en réalité, on a une convergence de pratiques et d'objectifs entre ces deux États libéraux, disons. Si on regarde plus loin, si on regarde en Asie, ce qui intéresse Xi Jinping, ce n'est pas la terre, c'est la mer. Il veut contrôler la mer de Chine, qui, dans sa partie orientale, représente quand même 1,2 million de kilomètres carrés. Dans sa partie méridionale, donc au sud, représente 3,5 millions de carrés. Il veut contrôler la Chine et il veut contrôler ce que les géopoliticiens appellent la langue de bœuf, qui est constituée par cette ligne rouge continue qui est formée par 10, 9, ça dépend des périodes, 11 points. Les Chinois revendiquent cette terre immergée, cet océan. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ça leur permet de bénéficier des ressources du sous-sol, bien sûr, mais surtout, géopolitiquement, ça leur permet de pleinement exploiter, de contrôler la totalité du trafic. 90% du commerce extérieur chinois transite par la mer, donc transite par cette mer de Chine. On peut le dire, avec les 14 500 kilomètres de côte de la Chine, ce qui est assez limité pour un pays de cette taille, eh bien, ils ont un problème, c'est que s'ils ne contrôlent pas, de leur point de vue, ce territoire maritime, auquel ils n'ont aucun droit juridique. Il faut être très, très clair. Ce territoire qu'ils réclament, ils sont totalement juridiquement infondés à le réclamer. La convention de Montego Bay, qui date de 1982, réaffirmée par le tribunal arbitral de l'ONU en 2016, donc très récemment, a confirmé en tout point que la Chine n'avait aucun droit juridique sur ces territoires. Néanmoins, on sait tous qu'en géopolitique, le droit ne fait que suivre la force, et la Chine étant puissance montante, militairement, économiquement, c'est déjà une grande puissance, militairement, c'est en train de devenir une très grande puissance, c'est potentiellement la plus grande puissance d'ici une décennie. Ça n'est pas encore la première marine du monde, c'est en passe de le devenir, ça l'est déjà en tonnage, mais pas en efficacité, et on voit tout de suite pourquoi Taïwan est un énorme problème. Taïwan n'est pas un territoire chinois, historiquement. Je veux dire, Taïwan a été une colonie chinoise pendant 2 siècles. Dans toute l'histoire de Taïwan, ce n'est pas grand-chose. Mais Taïwan est tout simplement un point de cristallisation, un point de tension en plein milieu de ce territoire maritime dont les Chinois ont, pense-t-il, absolument besoin pour assurer leur souveraineté et leur sécurité. Et on va ajouter, pour éloigner en fait tout ce qu'ils considèrent comme hostile, tous ceux qu'ils considèrent comme hostiles, et en premier lieu la marine américaine, qui est encore aujourd'hui la seule à pouvoir poser problème à la Chine. Voilà. Donc, si on ne va pas rentrer dans tous les détails, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et je donnerai tous les détails que je n'ai malheureusement pas le temps d'affirmer. Passons très très vite à la macroéconomie avec Bruno. Merci Denis. Donc, pourquoi un début d'année aussi chahuté? Voilà, ça tient, on a un graphique tout simple et ça, c'est les différentes phases par lesquelles Jérôme Powell, le président de la Fed, est passé depuis qu'il a pris cet énorme mandat de diriger la Fed. Donc, il est arrivé après Janet Yellen, qui avait abondamment utilisé le bilan de la Fed, qui avait une politique très accommodante, et il est arrivé vraiment pour resserrer les boulons. Le problème, c'est que très vite, en décembre 2018, peu de temps après la prise de son mandat, il a fait une conférence de presse qu'on retient comme la conférence autopilote. C'est celle où il a prononcé ce mot. Il a dit « Moi, c'est très simple, le bilan de la Fed, il va réduire de manière automatique pour tant de milliards par mois et ça ne sera même plus une décision prise par les gouverneurs, ça réduira automatiquement. » Ce message-là, il a été insupportable pour les marchés. Alors, pour les marchés actions,
Je pense que tous les gens qui avaient des intérêts dans les marchés actions ou qui avaient des clients investisseurs se rappellent de ces fêtes un petit peu différentes. On avait l'œil rivé sur les marchés, alors qu'à partir du 15 décembre, généralement, on est assez tranquille et c'est lié à cette conférence de presse. On a vu, nous, je dirais, la plupart des investisseurs ont vu l'aspect equity. Ce qu'ils ont moins vu, c'est l'aspect bonds, c'est-à-dire que le marché, le stress a été tel que le high yield a fermé. Donc, il n'y avait plus de possibilité pour les sociétés, sauf celles qui étaient très, très bien notées par les agences de rating, de rouler leurs dettes ou de faire de nouvelles émissions. Et ça a fait très peur à la Fed. Et on parle d'une période, bien sûr, avant la pandémie. On ne parlait pas du tout, on ne savait pas ce que c'était le Covid en décembre 2018. Et ça a fait très peur à la Fed. Pourquoi ? Parce que si des sociétés ne peuvent plus rouler leurs dettes, tout simplement, on va dans des scénarios de faillite en cascade. Donc, très, très vite, on est passé, dès le 4 janvier 2019, on est passé en calinothérapie de la part de Jérôme Powell, qui s'est fait très peur. Et il a dit, son message a totalement changé. Il a dit, nous écoutons attentivement le message des marchés, et on est passé dans un Jérôme transformé, très accommodant. Et bien sûr, la pandémie a été une occasion de montrer sa face colombe comme jamais auparavant. Et on a eu, vous vous rappelez, des tombereaux d'argent qui sont tombés sur les marchés. Là, pourquoi les marchés tankent depuis le début de l'année? C'est que le 26 janvier, et donc là, c'est dans ce cycle faucon, colombe, faucon, Jérôme redevient un faucon. On a eu la conférence de presse la plus hawkish, c'est comme ça qu'on dit pour ce qui est des politiques monétaires, dovish ou hawkish, et la plus hawkish, c'est d'ailleurs la plus restrictive depuis le fameux autopilote de décembre 2018. Donc là, très clairement, Jérôme Powell n'exclut pas une hausse de taux de 50 BP, c'est très inhabituel, puisque généralement les incréments d'augmentation des taux de la Fed, c'est 25 BP. Donc là, il taperait très fort, potentiellement en mars, avec deux fois 25 BP en une fois. Et il a dit, par ailleurs, vous vous rappelez que le mandat de la Fed, c'est à la fois l'inflation et à la fois le marché du travail. Il a dit, la Fed a de la place pour monter les taux avant de freiner les marchés du travail. Il faut dire que le marché du travail est très, très dynamique aux États-Unis, contrairement à ce qu'on peut constater en Europe, où il n'est pas si mauvais que ça, mais beaucoup moins dynamique qu'aux États-Unis. Donc, tout ça, ne nous fait pas spécialement paniquer. Pourquoi ? Parce que la hausse des taux dans un monde où il y a 7% d'inflation, vous voyez le graphique des prix à la consommation aux États-Unis, ce n'est pas très grave. Ce qui compte, on ne le répétera jamais assez, ce sont les taux réels. Donc, vous prenez le taux nominal, le 10 ans ou le taux court, et vous soustrayez ça, idéalement, vous prenez les taux à 10 ans aux États-Unis, qui sont à 1,94 ou à 1,93 au moment où on se parle, vous soustrayez à ça le taux d'inflation et vous avez des taux réels qui sont très négatifs. Donc, c'est très favorable pour des investissements dans des actifs réels. Alors, les marchés, c'est très intéressant. La macroéconomie, c'est fascinant. On va le voir. Nous, ce qui nous intéresse en premier chef, ce sont les valeurs et les titres qu'on choisit. Et là, on a depuis maintenant plusieurs mois quelque chose d'assez fascinant qui est qu'on a des valeurs, justement en l'occurrence des grosses valeurs, les GAFAM, qui cachent une forêt et c'est une forêt dévastée. Si vous regardez le Nasdaq Composite, eh bien, on est dans une situation qu'on n'avait pas connue depuis 13 ans. En l'occurrence, quelle est-elle ? Il y a plus de 1600 valeurs du Nasdaq Composite qui ont perdu plus de la moitié de leur valeur sur leur point haut de l'année passée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une situation qui est tout à fait comparable, qu'on ne voit pas nécessairement parce qu'il y a des valeurs qui, par leur performance, par la régularité de leurs profits, on y reviendra, et par leur capacité bénéficiaire, leur cash flow positif, etc., la puissance et la résilience de leur modèle cachent une réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans les valeurs technologiques, dans les valeurs les plus innovantes, celles qui ont plus de croissance, il y en a beaucoup qui perdent de l'argent, et perdre de l'argent aujourd'hui, la sanction est immédiate, ça dévisse en bourse. On avait connu ça évidemment au moment de la crise financière de 2008 et on l'avait évidemment connu dans le fameux éclatement de la bulle tech en 2001. Mais on est dans une situation qui est tout à fait comparable avec une discrimination entre les titres. C'est ça qui est très intéressant et c'est ça qu'on aime beaucoup chez Finaltis, puisque ce n'est pas uniforme. En fonction de la qualité du titre, de la qualité du business sous-jacent, du management, du modèle, etc., eh bien, il y a une capacité non seulement à résister, mais à continuer à performer alors qu'on est, disons le mot, dans un crack
aujourd'hui, je crois qu'on peut utiliser le terme, sur les valeurs technologiques. Alors, vous voyez la dispersion qui explique pourquoi chez Finaltis, on n'aime pas trop les indices, parce que les indices mélangent des torchons et des serviettes. On ne comprend plus rien en fait, à la valeur d'un indice, qui est ceux qui sont annoncés à la radio, quand vous avez à l'intérieur de cet indice des valeurs qui, depuis le début de l'année, sont à plus 30 et d'autres à moins 30. Pour vous montrer cette dispersion, en l'occurrence intrasectorielle et même intra-industrie, puisque Charles Schwab et Robinhood sont deux acteurs du brokerage online aux États-Unis, avec Charles Schwab, qui est une très grosse société américaine, qui fait 170 milliards de capitalisation boursière, donc presque 2 fois, même proche de 3 fois la BNP, et Robinhood, qui était une grosse société quand, je dirais, juste après son IPO, et qui aujourd'hui capitalise 10 milliards, parce que le titre, comme vous pouvez le voir, a beaucoup baissé. Donc, au moment de l'IPO de Robinhood, qui est toujours le broker online à la mode aux États-Unis pour faire de la crypto comme pour faire des equity. Au moment de l'IPO, vous achetiez du Robinhood pour $100, vous vous retrouvez avec $37 aujourd'hui. Vous achetiez au même moment du Charles Schwab, qui lui est coté depuis bien longtemps, vous vous retrouvez avec $131. Donc l'explication, elle est assez simple. C'est pour ça que je sais que ce n'est pas très à la mode de regarder les comptes de résultats. Certains diront même que c'est un peu has-been. Bon, nous, on revendique ce côté traditionnel et has-been. Nous, on regarde les comptes de résultats. Voilà. Et vous pouvez voir, là, on va vraiment aller au plus rapide. Vous pouvez voir la ligne. Le haut du compte de résultats est très important. Le bas est peut-être encore plus important. Donc, vous pouvez voir sur la ligne net income, résultat net, en bas à gauche, sur la colonne 2021, vous pouvez voir que, et ça, c'est des chiffres qui ont été publiés, à droite, vous avez les estimations, vous pouvez voir que Charles Schwab a gagné 5,7 milliards de dollars avec, c'est assez curieux, le même nombre de clients. Ils ont même 2 millions de clients en moins que Robinhood. Robinhood a 31 millions de clients, Charles Schwab n'en a que 29, mais ils ont des clients très rentable, de très grande qualité. C'est aussi, Charles Schwab, c'est une société qui a une licence bancaire, qui a une masse d'actifs sous gestion, sous supervision considérable, 8 500 milliards, ça les place derrière BlackRock, c'est le deuxième gestionnaire d'actifs au monde, et ils ont même des agences physiques et beaucoup de succès dans la gestion de fortune. Alors Robinhood, c'est des millennials, c'est des clients très, très jeunes qui ont été captés à une vitesse incroyable, au profit du Covid aussi. Biden, il a distribué des chèques, et puis il y a beaucoup de gens qui avaient, Dieu merci, pas besoin de ces chèques pour manger, et ils ont utilisé ça pour aller spéculer. C'est pas un gros mot pour nous, spéculer, mais bon, pour prendre des risques sur les marchés. Et aujourd'hui, il faut bien dire que le casino, on va pas dire a fermé ses portes, mais c'est quand même la plupart des 31 millions de clients qui ont ouvert des comptes chez Robinhood, après presque un an de crack sur le Nasdaq, les mouvements qu'il y a eu récemment sur la crypto, ils ne sont pas en très bonne santé. Et ça se voit aussi sur les comptes de Robinhood, qui n'est pas non plus en très bonne santé, puisque la société, là où Charles Schwab gagnait 5 milliards 7, Robinhood perd 5 milliards 2. Alors, vous voyez que la pente est très intéressante, puisque a priori, il pourrait ne perdre qu'un milliard l'année prochaine, mais tout ça, c'est des prévisions, avec le 700 millions en 2023. Mais nous, on ne sait pas valoriser les pertes, donc Robinhood, on ne regarde pas. On regardera peut-être un jour, mais il faudra qu'au niveau de la ligne net income, il y ait des choses qui nous plaisent, à savoir des profits. Voilà. Alors, pourquoi ce mantra qu'on vous répète en permanence? Pourquoi le thème? Alors, on s'intéresse beaucoup au vieillissement de la population, on s'intéresse beaucoup à l'ESG, on s'intéresse beaucoup à l'IA, tout ça, on le joue en termes de thèmes, mais si ces thèmes ne se combinent pas avec de la rentabilité, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Donc, le thème central de nos portefeuilles, combiné à d'autres thématiques qu'on aime bien, c'est la rentabilité. Pourquoi on vous répète mois après mois qu'on aime les valeurs rentables? C'est parce que les valeurs rentables ont le choix. Et avoir le choix, c'est un grand luxe dans la vie. Elles ont notamment le choix entre investir, acquérir des sociétés concurrentes sur des business connexes, et bien sûr, on y est très sensible, puisqu'on gère pour vous et pour nos clients de l'argent, distribuer à des actionnaires fidèles du résultat en excès. Alors, investir, la société qui nous vient en tête, bien sûr, c'est Tesla. Tesla, quand vous achetez une Tesla, vous dépensez 0
dans le prix d'achat de la Tesla, vous allez acheter $3 000 de R&D et vous allez acheter pour $0 de pub. Donc, pour ceux qui regardent un peu la télé, vous voyez qu'à peu près 50% des écrans pubs aujourd'hui, c'est des constructeurs qui essaient de vous vendre des voitures, qui utilisent toutes sortes de stratagèmes pour vous convaincre que leur voiture est la meilleure. Le problème, c'est que ces dépenses, c'est vous, en fait, consommateurs, qui devez les acheter. Et quand on voit une société comme Chrysler, on a été assez bienveillant vis-à-vis des constructeurs français, donc on ne les a pas mis, mais vous imaginez que ce n'est pas mieux que les 4 qu'on a mis là, donc Chrysler, General Motors, Toyota et Ford. Vous achetez beaucoup de marketing et vous achetez un peu de R&D et beaucoup de marketing. Donc tout le monde n'a pas la chance d'avoir ce degré d'innovation qu'il y a chez Tesla, tout le monde n'a pas la chance d'avoir les moyens financiers de Tesla et tout le monde n'a pas la chance d'avoir un VRP qui s'appelle Elon Musk, qui a 75 millions d'abonnés et qui permet sur Twitter et qui bien sûr permet à la société de dépenser zéro en R&D. Voilà. Alors, Microsoft, c'est une société fantastique qui est au cœur de nos portefeuilles. Pourquoi? Parce que Microsoft, non seulement elle acquiert des concurrents, on va en parler, mais c'est aussi une boîte qui est capable de distribuer beaucoup de résultats et qui est capable, bien sûr, d'innover incroyablement sur le cloud notamment. Donc, on est très content qu'ils aient acheté Activision Blizzard. Pourquoi? Parce que ça renforce énormément Microsoft dans le secteur des jeux vidéo, sur lequel ils étaient un peu en milieu de peloton. Pour vous montrer l'importance de ces acquisitions, il suffit de regarder le cours de Sony le jour de l'annonce, qui s'effondre littéralement. Donc, c'est très compliqué pour la plateforme de Sony, donc la PlayStation 5. Ça va être plus compliqué d'attirer des talents et des grosses franchises comme Call of Duty ou World of Warcraft. Mais on est aussi très content qu'ils aient acquis Activision Blizzard parce qu'on avait du Activision Blizzard dans les portefeuilles. Donc, le titre a monté de 30% et on garde le titre puisqu'il n'a pas encore convergé avec le prix d'offre de Microsoft. Il y a des sceptiques dans le marché qui pensent que l'opération ne se fera pas. Il faut choisir son camp. Nous, on pense qu'elle se fera parce qu'elle fait beaucoup de sens industriel. Et le troisième manière pour une valeur rentable d'allouer, je dirais, son excess cash ou sa rentabilité, c'est traditionnellement de distribuer du dividende. Donc, dans Titan, dont on parlera un peu plus tard, il y a 2 sociétés qui figurent bien dans le portefeuille, Newmont et SGS, qui sont des sociétés dans un monde où les taux à 10 ans, malgré la petite hausse, restent incroyablement bas. Vous imaginez que des sociétés qui vous distribuent 3,50 et 3 de dividendes respectivement, c'est remarquable. Et l'autre manière de distribuer du résultat qui a été beaucoup utilisée ces dernières années, c'est le rachat d'actions. C'est super, le rachat d'actions. C'est comme si on vous disait qu'au lieu d'avoir un 100 mètres carrés, votre appartement a pris 10 ou 15 mètres carrés supplémentaires. Donc, les sociétés achètent les actions, les annule et donc le résultat se répartit sur moins d'actionnaires c'est un levier qui a été beaucoup utilisé par Apple, Meta, Google. Vous voyez ces chiffres faramineux, 92 milliards, 44 milliards, 31 milliards, voilà. Et toutes les sociétés que vous voyez là qui sont le top 6 ou 5 des sociétés qui ont le plus racheté d'actions sur un an sont au cœur de nos portefeuilles parce qu'on va vous l'avouer, nous on aime bien que les sociétés nous récompensent notre fidélité et le fait qu'on leur confie du capital en achetant leurs actions. Alors, Bruno a dit les profits, c'est notre mantra. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on fait de la gestion d'actifs, on ne peut plus avoir, à notre sens, on ne peut plus avoir des titres de dette au cœur du portefeuille. Ça n'est pas raisonnable. Soit le rendement est négatif, soit le risque est mal rémunéré, puisqu'en fait, les spreads ne sont pas très importants. Donc, on a ce transparent que mois après mois, on aime mettre. Pourquoi? Parce qu'à notre avis, la question qu'on doit centralement se poser, c'est est-ce que ces actions de très grande qualité, ces actions des entreprises qui sont très résilientes, qui ont des capacités à avoir le choix d'utiliser ces énormes cash flows que leur business model leur permet de gérer et que leur grande compétence, leur rigueur leur permet d'accumuler, en fait, eh bien, à notre avis, ces actions d'entreprises résilientes, ces investment grade equity, diraient les Américains, eh bien, ce sont les nouvelles obligations d'aujourd'hui. Ce sont les titres, entre guillemets, centraux, pivotaux de nos portefeuilles. Voilà. Donc là, vous avez quelques-uns de ces noms. Avec leur rating, il n'y a plus beaucoup de AAA, mais on en a parlé, Microsoft est un AAA. Et toutes ces valeurs, nous, sont investment grade. Et si elles ne le sont pas encore, c'est tout simplement parce que les agences de rating sont
lente. Alors, très traditionnellement, chaque mois, on aime mettre un coup de projecteur sur une des technologies, une des plateformes technologiques qui révolutionnent le monde. On avait parlé le mois dernier d'intelligence artificielle, en l'occurrence dans une vision un peu dramatique de procureurs automatisés en Chine. On va toujours parler d'intelligence artificielle cette fois-ci, mais peut-être pour donner une perspective plus historique et vous parler d'apprentissage profond. Alors, en bon français, l'apprentissage profond, c'est le deep learning, c'est pas nouveau. Avant, on appelait ça du machine learning. En l'occurrence, il y a une cinquantaine ça fait 50 ans en fait qu'on fait de l'apprentissage via les machines. La différence entre hier et aujourd'hui, quelle est-elle? C'est la disparition de l'homme aujourd'hui. On n'a plus besoin d'un homme qui pré-trie les données, qui pré-mâche le travail pour que les machines puissent classifier les informations et qu'elles arrivent sur une arborescence qu'elles vont construire à déterminer un résultat en partant de données qu'on leur donne et qu'on leur nourrit. Donc là, la question qu'on lui demande, c'est est-ce que tu as affaire à une voiture ou pas à une voiture? C'est une question à laquelle un homme très jeune ou un enfant peut répondre, mais pour un ordinateur, c'est pas très simple. Aujourd'hui, grâce à la puissance de calcul, grâce à la capacité qu'on a, notamment avec les processeurs graphiques, qui font que NVIDIA, qui est le leader mondial de processeurs graphiques, soit devenu une des 10 plus grosses capitalisations boursières, alors que c'était une boîte il y a 5 ans totalement inconnue des gamers, qu'on avait déjà dans Finatis Digital Leader, bien sûr. Mais est-ce qu'on pensait il y a 5 ans que NVIDIA allait devenir une des 10 plus grosses capitalisations boursières? On n'en savait rien. Comme tout processus d'innovation, c'est toujours plus long qu'on ne pense. Mais grâce notamment à ces GPU et à la puissance des machines, aujourd'hui, on n'a plus besoin de l'homme. Donc, on fait du deep learning directement. C'est-à-dire que l'extraction des caractéristiques principales, la classification, la labellisation, comme disent les spécialistes de l'intelligence artificielle, eh bien, c'est totalement aujourd'hui informatisé. Qu'est-ce qu'on cherche à faire là-dedans? On a des applications très concrètes. Des applications très concrètes en reconnaissance d'images. Alors, en reconnaissance d'images, en imagerie médicale, ça fait déjà un moment que, en fait, l'intelligence artificielle est bien meilleure que les meilleurs experts humains pour détecter sur des images de scanners, notamment des informations très importantes en matière de diagnostic. On a également, on pense également à l'utilisation de ces images et d'images en changement permanent, par exemple dans le cadre du full self-driving, donc de la conduite autonome sur les voitures. Le sujet qu'on a quand on parle d'innovation, c'est que, pour résumer, on imagine beaucoup de choses au départ, on a beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir. Arrive une période de désillusion, parce qu'en fait, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus difficile qu'on pensait. Ensuite, on s'y applique sérieusement, on met les moyens qu'il faut, on trouve les bonnes applications, et en général, on trouve même plus que celles auxquelles on pouvait songer au départ, et ensuite, on rentre dans une phase de production. Alors, Gartner Group, comme toutes les boîtes de conseil, adore les courbes, donc ils nous ont fabriqué ce cycle d'innovation en 4 phases. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? En apprentissage profond, on est tout en haut des attentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a probablement des attentes qui sont excessives. Sur les voitures autonomes, on a commencé déjà à descendre sur la désillusion, entre guillemets, et même si les promesses sont importantes, il y a beaucoup de gens qui s'aperçoivent que c'est très compliqué. Atteindre la conduite pleinement autonome, c'est-à-dire le niveau 5 d'autonomie complète, on n'a même plus besoin de volant, on peut lire une bande dessinée sur la banquette, il n'y a même plus besoin de regarder et d'avoir la moindre attention sur la route, on n'en est pas là aujourd'hui. Néanmoins, du point de vue d'un investisseur tel que vous, tel que nous, Finaltis, eh bien, qu'est-ce qu'on doit regarder en matière d'intelligence artificielle? Eh bien, nous, chez Finaltis, je vais vous donner une toute petite clé qui est en fait assez importante pour nous. Qu'est-ce qu'on regarde chez Finaltis pour savoir où on en est de la capacité de l'intelligence artificielle à produire du profit demain? On regarde qui a les données. Si vous avez des données, vous pouvez apprendre, plus la piscine de données, le data pool, comme disent les Américains, est conséquent, plus ces données sont qualifiées, plus vous avez de chances d'avoir une intelligence artificielle qui demain soit effective. En l'occurrence, si on regarde par exemple sur le monde réel, Tesla a évidemment énormément de données puisque chacune des voitures Tesla dans le monde est en réalité un aspirateur à données. Si on regarde dans le monde virtuel, et même si l'actualité de cette entreprise est quand même assez particulière et c'est une entreprise discutée, disputée, et si sa performance boursière récente sont assez
difficile, eh bien Meta, dans le monde virtuel, à notre sens, a toutes les chances, par sa capacité à avoir accumulé de la donnée et à la traiter, a toutes les chances d'être un grand vainqueur. Et si on regarde d'un point de vue géopolitique, malheureusement, ceux qui ont le plus de possibilités, à notre avis, de captation de données, ce sont les Chinois, tout simplement parce que c'est une dictature et qu'ils n'ont pas respecté un certain nombre de libertés. Et on en veut pour preuve les 800 millions de caméras qui, à chaque instant, à chaque microseconde, captent de l'information et la transforment en intelligence artificielle pour le meilleur et pour le pire. Alors, passons à nos fonds et à leur performance. Nos fonds de droit français, Finaltis Titan en tête, sont classifiés SFDR 8, ce qui veut dire que la gestion, ça fait bien longtemps qu'elle intègre des critères extra-financiers, mais d'un point de vue réglementaire et juridique, nous avons la classification SFDR 8 et nous intégrons et nous fournissons les rapports et les reportings nécessaires pour exprimer ce que nous faisons en matière de prise en compte de critères extra-financiers. Alors, Finaltis Titan, c'est un fonds flexible qui investit sur de la croissance pérenne, les très belles valeurs dont on a parlé, les investment grade equity. On a été extrêmement actif, vous pouvez l'imaginer, dans un marché aussi riche et aussi turbulent, disons-le, que le mois de janvier. Vous allez le voir. Alors, qu'avons-nous fait, Bruno? Alors, déjà, on a augmenté un peu l'exposition puisqu'on avait fini l'année avec une exposition assez faible. On avait pas mal de poudre à canon, on va dire, à exploiter. Donc, on a remonté d'à peu près de 5 points l'exposition. Et donc, on a une exposition moyenne en 2022 qui est de 80. On a démarré bas. Au moment où on se parle, on est à peu près à 85 d'exposition sur Titan. Donc, il y a beaucoup de fonds flexibles qui restent toujours sur les mêmes niveaux d'exposition, ce qui n'est pas notre cas. On utilise ce levier au maximum. Donc, c'est peu de dire qu'on a beaucoup tourné de papier au mois de janvier. Donc, nous, toutes ces phases de marché, on les considère comme des opportunités. On essaye en tout cas de les transformer en opportunités. Donc, une ligne joint SAP dans les ventes et les achats, ce n'est pas un bug, hein, c'est tout simplement qu'on a démarré l'année en vendant du SAP et on a pu en racheter dans de très bonnes conditions. Donc, les nouveaux entrants dans le portefeuille, il y en a des classiques, disons des titres qui sont très souvent là et sur lesquels on a des axes de trading très dynamiques. Donc, Dassault Systèmes, regardez le graphe, c'est très impressionnant. Hein, c'est cette société qui doit faire notre fierté en tant que Français, qui est une société de logiciels de classe internationale, a énormément baissé. L'Oréal vaut 370 €, hein, très loin de ses sommets. Accenture, c'est magnifique aussi. Schneider, Nestlé, Ferrari, et puis des sociétés qu'on n'avait pas pu acheter ces derniers mois parce que c'est dur de trouver des points d'entrée sur certaines sociétés, on va dire, d'hyper qualité, en tout cas avec des bilans ultra solides, des business ultra résilients. Et je pense à Givaudan notamment, le leader des arômes et des parfums, qui est une société suisse superbe que je vous invite à regarder. SGS, on est revenu sur Starbucks aussi, sur Estée Lauder, sur lequel on n'était pas depuis un petit moment. Voilà, donc vraiment, c'est une phase qu'on a mis à profit pour faire beaucoup de choses et ne pas trop exposer le fonds parce qu'on ne peut pas vous dire si le marché a arrêté de baisser, hein, on aimerait bien, mais ça, malheureusement, il n'y a pas ça dans notre boule de cristal. Donc, il faut toujours se garder, je dirais, un buffer pour pouvoir avoir la possibilité continuer à être offensif si jamais le marché baissait. Donc, pour financer une partie de ces achats, on a vendu donc du SAP, du Unilever, du Becton, du Vonovia, du Mastercard, dont le parcours est fabuleux depuis 1 mois et demi, à BIMEV, et on a coupé en deux notre position en Sanofi. Voilà, donc le portrait robot du fonds aujourd'hui, c'est très, très digital. Bien sûr, on a profité de très, très bons prix sur le segment digital, mais aussi des business traditionnels avec Berkshire Hathaway, Walmart et Newmont, qui est aujourd'hui la troisième ligne du fonds. Alors, quand vous regardez ces titres-là, vous pourriez légitimement vous poser la question pourquoi ce fonds n'est pas à -10 ou à -12 depuis le début de l'année. L'explication, en fait, elle n'est pas visible dans le top 10,
Et il y a 45 lignes, hein, donc ce qui se passe, ce qui fait bouger un fonds, ce n'est pas forcément les premières lignes du fonds, hein, c'est le fonds dans sa globalité. Et donc derrière, ce qui nous a aidé et ce qui explique que le fonds, malgré, là on parle de société, hein, Netflix c'est moins 30 hein, depuis le début de l'année, donc pourquoi le fonds a moins baissé? C'est parce qu'on essaye de ne pas vous transférer le risque sectoriel, on fait notre vrai métier de gérant, donc on alloue sur différents secteurs, on essaie de naviguer dans ces marchés-là. Et ce qui nous a aidé en début d'année, c'est des valeurs pétrolières. Donc, on a du Royal Dutch et du Total, pas dans le top 10, mais Royal Dutch plus Total rentrerait dans le top 10. On a eu un très beau parcours à Aéroport de Paris. Volkswagen, il se comporte plutôt très bien depuis le début de l'année. Bank of America, Boeing, on peut parler de Safran, de Klépierre. Voilà, tout ça, c'est des sociétés qui nous ont aidés, qui ne sont pas dans le top 10, mais c'est ça qui a fabriqué, qui a amorti, je dirais, un certain nombre de problèmes qu'on a eu en haut. Et c'est pour ça qu'on a fait de la rotation pour pouvoir, je dirais, récupérer de l'argent sur ce qui a bien marché, pour, je dirais, remettre les gaz sur des titres qui nous paraissent vraiment massacrés aujourd'hui. Tout à fait, et vous les retrouvez dans les principaux contributeurs du mois, ces titres que vient d'évoquer Bruno. Alors, Finatis Digital Leader, c'est un fonds qui est totalement investi, hein. Le mandat, c'est d'exploiter la surcroissance de la digitalisation de l'économie. On est toujours investi. C'est un fonds qui permet à des allocataires professionnels tels que vous d'avoir une exposition aux plus belles valeurs de la digitalisation de l'économie, en tant que plus belles que nous considérons comme étant les plus belles. Il n'est pas encore SFDR 8 parce que la CSSF au Luxembourg souffre de son succès. C'est la première place de gestion au monde de Luxembourg et les délais de traitement des dossiers sont très longs. On sera SFDR 8 au deuxième trimestre 2022 et évidemment, la gestion est d'ores et déjà de type SFDR 8 avec intégration des critères extra-financiers, ce qui dans le monde digital signifie des choses assez différentes du monde réel. Vous imaginez bien qu'en matière d'ESG, notamment de gouvernance et de société, quand on est un des plus gros réseaux sociaux au monde ou un des plus grands vendeurs au monde, eh bien, via le web, on a des problèmes très, très précis en matière de sécurité et en matière de confidentialité. La performance sur janvier, elle est beaucoup plus proche, même si elle est moins mauvaise que celle du Nasdaq, mais on perd 7,6% sur le mois, ce qui nous permet quand même de maintenir un très solide 18% annualisé sur les 3 dernières années. Alors, qu'avons-nous fait sur Finatis Digital Leader? On a beaucoup bougé. Voilà, là aussi, on a été très actifs. Donc, il y a des titres rentables, mais avec des gros multiples qui se sont fait punir par, on va dire, par Jérôme qui est devenu faucon. Hein. Ça n'a pas aidé, bien sûr, tous les titres qui se payent. Shopify, c'est 30% de croissance par an, certaines années même beaucoup plus, mais vous payez des multiples à 60 fois. Donc, voilà, c'est des sociétés qui n'apprécient pas trop la dislocation actuelle. Mais c'est des business vraiment très résilients à long terme et des parts de marché incroyables. Twitter s'est fait punir aussi parce que c'était un titre qui était figuré en bonne place dans un méga tracker aux États-Unis, dont vous avez peut-être entendu parler, hein, un tracker géré qui s'appelle ARC Innovation. Voilà. Donc nous, voilà, on aime bien regarder aussi des sociétés qui sont détruites pour des raisons de flux, indépendamment du business. Voilà, toutes ces sociétés sont en parfaite santé. Elles ont beaucoup baissé depuis le début de l'année. On a racheté du Palantir aussi qui a pas mal corrigé. On a financé ces achats. Là, c'est un fonds totalement investi, hein, donc il faut, si on achète, il faut trouver du cash ailleurs. Et on a financé ça en vendant un Equinix, qui est un titre d'immobilier de data center qui avait très bien performé, dont on se sépare pour aller faire des choses plus dynamiques. Et on a beaucoup profité aussi de notre pari sur le paiement traditionnel, on va dire Mastercard et Visa. Et ensuite, quand vous voyez Alphabet, Apple, Schwab, Amazon, Microsoft, bien sûr, on ne quitte pas le navire. Hein, ces sociétés restent au cœur de Digital Leader, sauf qu'elles ont tellement performé, les résultats étaient tellement bons en ce début d'année que c'est pour des raisons de risque qu'on est obligé de les écrêter. Donc, ces élèves ont été tellement brillants qu'on les punit en vendant un peu. Voilà, c'est cruel, mais c'est comme ça. Voilà. Et le top 10 du portefeuille, vous l'avez là, c'est digital, mais bien sûr très diversifié dans les sous-thématiques. On ne va pas détailler toutes les contributions. Notre satisfaction du mois, bien sûr, c'est Activision Blizzard, on en a parlé, hein, Microsoft qui fait un bid sur ce titre et qui nous permet d'avoir un plus 30 dans un mois où les plus 30, ça ne court pas les rues. Voilà.
Bien, passons rapidement, si vous voulez bien, accordez-nous 2 minutes supplémentaires. Il y a des choses très intéressantes à dire sur l'or. Finaltis Gold, donc le fonds que nous gérons depuis le 8 novembre dernier, il est pleinement investi depuis mi-novembre. Vous le savez, les minières aurifères, c'est très, sur le long terme, c'est très corrélé à l'or. Sur le court terme, c'est très volatile. On a environ 40% de volatilité sur les indices de minières aurifères. Le mois de janvier n'a pas été favorable sur l'or et les minières aurifères ont baissé, donc moins 8,2%, mais on a des marchés très volatiles. À hier soir, sur février, le fonds est en hausse de plus 8,5%. Donc une illustration de volatilité négative et positive. Sur 3 ans, la gestion annualise à 15%. Ce qu'on cherche à faire, c'est une vision patrimoniale de l'investissement sur les minières aurifères. Chez Finaltis, on investit dans des entreprises, on investit dans des actions d'entreprises. Et ce qu'on cherche avant tout, c'est des entreprises solides, avec des bilans de très grande qualité, pas trop de levier, et une gestion saine, tant financière qu'extra-financière, avec des actions de ces entreprises qui sont suffisamment liquides. Donc, on applique des critères extra-financiers pour les mêmes raisons que Finaltis Digital Leader. Finaltis One n'est pas encore SFDR 8, mais il le sera dès que la CSSF pourra traiter le dossier. On pense que d'ici la fin de l'année 2022, ça devrait, entre guillemets, être bon. On est toujours un peu plus à long terme sur les minières, puisque un cycle de minière, c'est très long, vous l'imaginez. On n'invente pas une nouvelle mine aurifère. Il faut d'abord explorer, trouver de l'or et ensuite l'exploiter. Ce sont des cycles extrêmement longs. On y viendra, c'est très important et c'est une des raisons pour lesquelles nous, l'or, ça nous intéresse bigrement dans un monde où on pense que l'inflation est quand même relativement durable. Alors, on ne va pas parler des différents noms, on va juste donner deux coups de projecteur. On investit avant tout dans les minières aurifères, mais on a 2 diversifications possibles dans le fond, vers les minières généralistes qui font de l'or. Et le premier contributeur du mois de janvier, c'est Rio Tinto, une boîte extrêmement bien gérée, une des 5 plus grosses minières au monde. Rio Tinto est un très gros acteur sur l'or, mais ne fait évidemment pas que de l'or. Donc, c'est une diversification. On a un deuxième type de diversification vers les minières spécialisées qui font d'autres métaux précieux, argent, palladium, platine. Et en l'occurrence, dans le top 10 du fonds, vous trouvez une minière argentifère et non pas une minière, c'est la 10e position d'ailleurs, qui n'est pas un bon contributeur sur le mois de janvier, mais c'est une diversification sur le palladium. Le comportement du palladium a été très bon, en revanche, sur le mois de janvier, et ceux qui faisaient du palladium ont plutôt bien fonctionné. Alors, géographiquement, ça ne sera pas une surprise, on est surtout sur des valeurs cotées, on parle de géographie de cotation, donc, et pas d'extraction. Vous imaginez qu'il y a pas mal de mines en Afrique, bien sûr, et notamment en Afrique du Sud, mais en place de cotation, pour des raisons extra-financières, on préfère éviter un certain nombre d'endroits d'exploitation ou de manières d'exploiter ou de transgressions dont certaines minières peuvent se rendre, on va dire, coupables, puisque dans certains cas, c'est même pénal. Donc, on est extrêmement vigilant à avoir des entreprises qui sont elles-mêmes extrêmement vigilantes à leurs bonnes pratiques. Et c'est pourquoi on sera sans aucun problème SFDR 8 et on l'est d'ores et déjà dans l'esprit. Donc, Canada, très prépondérant en termes de place de cotation, juste avant les États-Unis. Et juste un mot pour vous rappeler que ce n'est pas un fonds de stock picking, c'est un fonds qui est géré avec un scoring qui permet de se concentrer sur les sociétés minières les plus solides et avec les juridictions qui ont la meilleure gouvernance. Voilà, ce scoring, on y a travaillé pendant de très nombreux mois, on l'a backtesté sur très longue période et depuis qu'on a repris la gestion le 8 novembre de l'année dernière, il commence à donner de très beaux résultats. Voilà, donc les résultats sont en ligne avec ce que l'on attend. On est sur un fonds discrétionnaire, mais malgré tout, avec une très, très forte composante d'analyse quantitative. Vous vous souvenez sans doute que Finaltis a 2 grandes activités historiques, la gestion discrétionnaire et patrimoniale en action et la gestion quantitative depuis 2003. Donc, on a mis à profit notre capacité d'analyse de données massive pour pouvoir effectivement fabriquer un univers d'investissement, un univers investissable de valeurs des meilleures qualités. Et au sein de cet univers, on va chercher celles qui nous semblent les plus intéressantes et on construit un portefeuille dans une logique totalement patrimoniale. Bon, à court terme, la volatilité des minières aurifères et le fait qu'il y ait du news flow, ce sont des entreprises, font qu'on peut s'éloigner du comportement de l'once d'or, mais sur le long terme, on voit très bien à l'œil nu ici qu'il y a une similitude. En l'occurrence, là, c'est l'once d'or, l'or en tant que tel, qui était hier à 1831 $ l'once, et ça, Chagold. Donc, c'est le petit nom, le ticker sur Bloomberg de notre gestion. Donc, on voit qu'il y a quand même une grande similitude. Nous sommes responsables, entre guillemets, de ce track record que depuis le 8 novembre,
Avant, c'était une équipe spécialisée sur l'or en Suisse qui s'en occupait. Nous en avons récupéré la gestion. Alors, on s'est permis, et chaque mois dans nos reportings, sur ce fonds, on a la pépite du mois. On adore les jeux de mots chez Finaltis, vous vous en souvenez sans doute. Et on avait intitulé une de ces pépites « L'or se barre », encore un jeu de mots. Alors, celui-ci a d'assez mauvais goût, mais je l'assume. Eh bien, qu'est-ce qu'on voulait dire par là? On veut dire qu'en fait, il y a une attrition des réserves connues, enfouies dans nos sous-sols, les sous-sols de la Terre, et on en extrait 3000 tonnes par an. C'est-à-dire que toutes les minières aurifères extraient 3000 tonnes par an sur ces 53 000 tonnes. À ce rythme-là, et comme on ne découvre pas vraiment de nouveaux filons, même si on fait un peu de recyclage sur la bijouterie, eh bien, on en a pour 18 ans. Donc, vous êtes sur quelque chose, en investissant sur l'or, qui a une attrition naturelle, et en principe, on sait tous que quelque chose qui a une attrition naturelle doit se valoriser, parce que ça se raréfie. On a également voulu exprimer ce qui pouvait se passer, puisqu'on est à cette ère, on est dans cette ère, on entre dans une nouvelle ère de la Fed où on va avoir les taux qui vont remonter. Et Bruno nous l'a dit tout à l'heure, lors de sa conférence du 26 janvier, Jérôme Powell nous a dit qu'il envisageait même 50 points de base et non pas par incrément de 25 points de base, ces futures hausses des taux. Donc, dans ce cadre-là, il était intéressant de se dire qu'est-ce qui s'est passé lors des dernières phases de resserrement monétaire de la Fed sur les aurifères, alors, ou sur les actions. D'ailleurs, là, on a pris les actions américaines, le SP500. Eh bien, la barre verte, ce sont les actions américaines. La barre dorée, évidemment, c'est l'or. Et le dollar américain est en rouge. Donc, que s'est-il passé un an avant? Historiquement, hein, bien sûr, le passé ne se répète pas exactement à l'identique, mais certaines patterns semblent se reproduire. On pense que c'est passé dans les 6 mois qui ont précédé. Donc là, ce sont les anticipations des acteurs sur ces différents marchés. Et dans les 6 mois qui ont suivi, l'année qui ont suivi, on voit très clairement, pour ne parler que de l'or, que effectivement l'or en général, quand il y a remontée des taux, dans les 6 mois et l'année qui suivent, se performe très très bien. Voilà, on en a fini avec la présentation formelle. Bruno et moi sommes absolument ravis de faire ce point de marché tous les mois. On vous remercie de votre confiance, de votre attention. N'hésitez évidemment pas à nous contacter par tous les moyens, virtuels ou moins virtuels, à nous rendre visite ici sur les Champs-Élysées pour que nous puissions échanger. Merci à tous, bonne journée et si on ne se parle pas d'ici là, au mois prochain. Merci. Merci.